Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à votre journal d'Afrique. En ouverture, allons au Gabon, où la célébration du 30 août s'est déroulée dans une ambiance particulière. C'est une démonstration de force du président Oligui Nguema. Pas cadencé, parfois armé, les troupes militaires défilent devant celui qui a pris le pouvoir le 30 août 2023, mettant fin à 56 ans de règne de la famille Bongo. La veille des commémorations, le chef d'État s'adresse à la nation. Nos forces de défense et de sécurité ont écrit une page glorieuse de notre histoire. L'esprit qui nous a guidés n'était ni la haine, ni l'ambition personnelle, mais l'amour profond de la patrie et la volonté inébranlable de redonner au peuple gabonais sa dignité, sa souveraineté confisquée. À Libreville, la capitale, le contraste est saisissant. Les rues sont vides, les administrations et les commerces fermés. Pour la première fois, le 30 août est férié, chômé et payé. Il est important que ce jour soit un jour férié pour que tous les Gabonais se rappellent de ce qui s'est passé en cette période-là. Des Gabonais qui restent chez eux pour regarder les commémorations à la télévision, comme le vice-président du Sénat de la transition. C'était un jour non seulement symbolique, mais c'est la renaissance d'un Gabon nouveau. En 2 ans, nous avons réalisé ce qu'on n'a pas pu réaliser en 14 ans avec l'ancienne équipe. Mais tout le monde ne partage pas cet enthousiasme. Pour une partie de l'opposition, ce n'est qu'une mise en scène. Et ce que nous, on a vu depuis le 29 août 2023, c'est quoi en réalité? Nous avons vu ici la perfide doxa colonialiste, militariste, qui veut nous faire croire que nous sommes libérés, alors que nous voyons de jour en jour le désespoir s'installer dans le visage et dans l'esprit du Gabonais. Célébrée ce 30 août à Tchibanga, dans le sud du Gabon, la fête de la libération tournera chaque année dans l'une des 9 provinces du pays. Maintenant, nous sommes au Congo, précisément à Goma, où la rentrée des classes pèse pour les commerçants et les familles. Cette mère de famille arpente les allées du marché de Virunga à Goma assez facilement car il n'y a pas grand monde chez les marchands. Elle trouve un sac de classe à sa fille, l'une de ses 3 enfants. Je me débrouille pour les affaires, car les enfants ne peuvent pas rester au quartier. Là, je suis venue préparer la rentrée pour une seule. Et j'avais encore des choses en réserve à la maison, pour que les enfants aillent à l'école. Mais il n'y a pas de banque, c'est compliqué. Le manque de liquidité est un problème pour ses habitants et du coup pour les vendeurs. Philippe s'est installé il y a 10 ans sur ce marché, il connaît bien ses acheteurs et cette année est morose. Les étals sont encore pleins à quelques jours de la rentrée. Les choses se dégradent vraiment. Certains de mes clients sont partis à cause de la guerre. Ceux qui sont restés, ils me disent qu'ils ne peuvent pas venir car ils n'ont pas les moyens. Les banques sont fermées, rien ne marche, donc on reste là. J'avais acheté beaucoup de stocks de cahiers, mais tout est encore là. Goma est administré par le M23 depuis février dernier. C'est la première rentrée scolaire sous son pouvoir. Face aux difficultés, des jeunes gens ont monté un groupe, Batoto Ya Goma, les enfants de Goma. Ils arpentent les rues à la recherche de dons pour aider les plus jeunes. C'est une initiative que nous faisons en tant qu'enfants de Goma. Chacun peut nous donner ce qu'il peut pour cette rentrée scolaire. Jules et ses collègues utilisent les réseaux sociaux et le paiement par téléphone pour tenter de mobiliser les habitants de la ville et du monde entier. Ils voient cette activité comme une mission. Qui parle de l'école regarde l'éducation, qui parle de l'éducation regarde le cadre de demain. Et ces enfants qui sont peut-être dans la rue et ces enfants qui sont victimes de la guerre demain, pourquoi pas, ils ne peuvent pas servir cette République. Et c'est pourquoi nous devons muser beaucoup plus sur eux et nous devons les aider à retrouver le chemin de l'école. Certains ont abandonné, parfois de moyens, mais nous nous sommes dit, comme de jeunes bénévoles de la ville de Goma, nous allons unir nos forces ensemble pour voir qu'est-ce qu'on peut faire. Pour l'instant, la récolte de dons n'est pas encore suffisante pour une ville qui compte des dizaines de milliers d'enfants à habiller et à fournir en matériel scolaire pour cette rentrée du 1er septembre. Au Sénégal, plusieurs manifestants ont battu le bitume pour réclamer la justice dans leur pays. Poing levé et pancarte à la main, ces manifestants sont venus rappeler les autorités sénégalaises à leurs promesses de campagne. Sur les bus et les t-shirts, les visages des victimes des manifestations réprimées entre 2021 et 2024.
La justice est rendue au nom du peuple. Et c'est ce peuple aujourd'hui qui est descendu sur le terrain pour réclamer justice. Parce qu'il y a eu beaucoup de lenteur. 18 mois, alors qu'il y a eu plus de 80 morts. Pour nous, c'est inadmissible que les choses restent à ce stade et que rien n'ait bougé après 18 mois. Dans la foule, principalement des militants de PASTEF. 1 an et demi après l'arrivée au pouvoir de Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko, ils accusent les autorités de les avoir oubliés. Ces dernières années, pour lutter, pour libérer ce peuple, beaucoup de sang a coulé, beaucoup de nos camarades sont tombés. Aujourd'hui, il est impératif qu'on les rende justice pour honorer le peuple. Selon la société civile, 65 personnes ont perdu la vie entre 2021 et 2024 et plus de 80 selon le parti au pouvoir. Des dizaines d'autres ont été blessés ou maltraités, comme Pape Abdoulaye Touré. Détenu pendant 8 mois, il a subi des actes de torture qui ont été filmés et photographiés. Il a déposé plainte en septembre 2024 et multiplie depuis les démarches pour faire avancer son dossier. Ça, c'est la première lettre qu'on avait écrite au ministre de la Justice le 30 juin. Ensuite, on a enchaîné avec cette deuxième lettre qui date depuis le 18 juillet. Début août, en réponse à cette lettre, le ministre de la Justice Ousmane Diagne a assuré avoir saisi le parquet pour l'ouverture d'enquête. Mais rien n'a encore bougé. Aucun acte n'a été posé ou aucune victime n'a été auditionnée. Le peuple sénégalais mérite de comprendre, mérite de savoir qui sont ces milices qui ont été mobilisées par le gouvernement de Macky Sall, qui étaient ces forces de défense et de sécurité qui recevaient des ordres de tuer. Lundi, devant les députés, le ministre a justifié la lenteur de la justice par la complexité des dossiers, disant vouloir éviter toute erreur de procédure. Un argument qui ne convainc pas totalement. La plupart des victimes sont tombées devant des témoins. Il y a des films, il y a des vidéos. Donc les auteurs peuvent être facilement identifiés et poursuivis. Il est important que donc, la justice pose des actes très forts pour rassurer les victimes. Contacté, le ministère de la Justice n'a pas donné suite, assurant que les enquêtes se poursuivent. Rendons-nous au Bénin, où les élections présidentielles font venir plusieurs candidats décidés à changer leur pays. Sera-t-il le prochain président du Bénin? À 49 ans, Romuald Wadani est officiellement devenu l'héritier politique du président Patrice Talon. Originaire de Lokossa, dans le sud du pays, cet expert comptable de formation a étudié en France et aux États-Unis, notamment à Harvard. Il mène ensuite une carrière internationale dans un grand cabinet de conseil avant d'entrer en politique. Ministre de l'économie et des finances depuis 2016, le technocrate incarne la rigueur budgétaire et la transparence financière. Pendant la pandémie de Covid-19, il estime sur notre antenne que le moratoire sur la dette de pays africains n'est pas la meilleure solution pour affronter la crise sanitaire. L'Afrique renvoie toujours l'image du quémandeur, quelqu'un qui ne respecte pas ses engagements. Or, nous avons beaucoup de potentialités. Il suffit de s'assurer que la manière dont nous finançons nos investissements, la manière dont nous exécutons ces investissements, elle est transparente, elle est cohérente et on peut rembourser la dette. Le camp présidentiel s'est directement rangé derrière lui. Sur Facebook, le chef de son parti, l'Union progressiste Le Renouveau, a apporté son soutien. Il est le candidat de chacun de nous. Il est mon candidat. Soutien réitéré dans ce communiqué de l'UPR, publié quelques heures plus tard. Depuis près d'une décennie, il est l'un des principaux artisans des réformes économiques et budgétaires du Bénin, de l'assainissement des finances publiques et du financement des grands projets structurants. Sa compétence technocratique, sa vision stratégique et sa capacité à fédérer les énergies autour de projets ambitieux font de lui un leader apte à poursuivre et amplifier les transformations engagées depuis 2016. Dans les rues de Cotonou, beaucoup voient en lui la promesse de stabilité. Je pense que c'est un atout pour les Béninois. Parce que, à mon humble avis, notre chef d'État a travaillé, son équipe doit être continuelle. Il connaît à peu près les rois de la vie politique, de la vie économique du pays. Par rapport à son CV, je crois que c'est un jeune qui a du talent, c'est un jeune qui peut répondre aux aspirations du peuple béninois. Face à Romuald Wadani, le parti d'opposition Les Démocrates devrait prochainement désigner son candidat. Le premier tour de la présidentielle est prévu le 12 avril 2026. Pour terminer, repartons au Congo-Kinshasa pour assister à ce festival Congo Food Week qui se veut humanitaire.
À voir la foule dans la file d'attente, les organisateurs du Congo Food Week peuvent être satisfaits de leur 5e édition. Beaucoup de jeunes de Kinshasa se sont précipités dans le quartier riche de la Gombe, au menu des dizaines de possibilités pour bien manger dans un décor qui ressemble à une boîte de nuit. Mais ici, les DJ sont d'abord des cuisiniers qui enflamment la soirée à coups de barbecue ou de burger maison. Ils font la promotion de la nourriture du Congo et des agriculteurs locaux. La Congolicious Foundation, l'association organisatrice, a d'abord pour but de lutter contre la faim et l'insécurité alimentaire, et notamment dans l'est du pays. Et c'est bien ce message de solidarité qui a fait venir ici les jeunes Congolais qui ont déposé des dons dans les urnes du festival. C'est l'ambiance, c'est la convivialité, c'est le partage et ça réchauffe le cœur en fait de partager l'ambiance, mais surtout derrière une œuvre aussi importante, je dirais. C'est pour aider les plus démunis et c'est vraiment ça la cause qui me motive à venir ici. Jusqu'à 3000 personnes par jour ont foulé les allées et les soutiens sont venus de partout, pas seulement de Kinshasa. 100% de toutes les collectes iront vers des causes humanitaires ou les projets de la Fondation Congolicious Foundation. Nous sommes contents que pas seulement les Kinois, pas seulement les Congolais, mais toute la diaspora et aussi les gens qui viennent d'autres pays sont venus avec nous célébrer autour de la cuisine, mais aussi et surtout pour la bonne cause. Bien entendu, toutes les fêtes se vivent en musique en RDC, à Kinshasa en particulier. Les DJ musicaux, ceux-là, ont donc fini par sortir leur platine et monter le son. Les bénéfices de ces 2 semaines de festival devraient être rapidement envoyés dans l'Est grâce à plusieurs structures caritatives. Point final à ce journal d'Afrique. L'actualité continue sur ELM TV.